Merci beaucoup Roland, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous pour vous parler en effet de Debussy et du climax. Comme vous voyez, mon propos a, disons, deux étages ou deux parties. Elles ont quand même une forte association, enfin, elles ne sont pas complètement déconnectées. Et donc je vais essayer de vous expliquer comment j'en viens à réfléchir sur la question du climax ou climax. S'il y en a qui préfèrent le prononcer comme ça ne me dérange pas, mais enfin personnellement je prononce climax. Donc comment j'en viens à réfléchir à ce phénomène du climax, qui n'est pas seulement musical, loin s'en faut, à partir de Debussy et en particulier de cette œuvre qui s'appelle L'île joyeuse, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est une œuvre pour piano, que je vous propose d'entendre pour commencer. Alors, je vais montrer la partition en même temps. Si vous ne lisez pas la musique, ça n'est pas grave. Si vous la lisez et vous ne voulez pas regarder la partition, ce n'est pas grave non plus. Bref, c'est comme vous voulez, mais je précise parce que je vais montrer d'autres fragments de partition, que ce n'est pas un exercice musicologique au sens strict que je vous propose. Donc ça ne devrait pas être un obstacle. Toujours est-il que on commence par la musique. Donc L'île joyeuse de Debussy dans un enregistrement de Maurizio Pollini avec la partition en prime, comme je vous le disais. Voilà. Voilà pour L'île joyeuse de Debussy. Donc c'est une œuvre qu'il a composée en 1904, pendant l'été 1904. Et je vais vous expliquer précisément quel jour, parce que cette question de la date est un peu au cœur de l'histoire de cette œuvre. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, vous l'avez entendu, à la fin, il y a quand même un climax qui s'impose de manière assez directe. C'est d'ailleurs un type d'écriture qui n'est pas sans... Enfin, il y a d'autres exemples chez Debussy de formes qui culminent de cette manière, mais ça reste quand même relativement peu fréquent, si vous avez un peu en tête ou si vous revisitez des œuvres de Debussy, avoir cette fin triomphale d'une certaine manière. C'est pas la chose la plus courante chez lui. Et déjà, quand on sait que la pièce s'appelle L'île joyeuse, on peut tout de suite imaginer que cette fin joyeuse a finalement un lien avec cette île joyeuse dont on ne sait a priori rien d'autre dans le titre, je veux dire, puisque c'est un titre que Debussy a mis a priori sans grandes explications. Donc pourquoi cette œuvre est intéressante, à part ce climax final? Moi je m'intéresse à elle précisément parce qu'il y a ça, mais enfin elle est importante biographiquement. Pourquoi? Parce que Claude Debussy a été marié 2 fois. Il a eu une fille de sa deuxième épouse. Et il se trouve que cette œuvre marque biographiquement le passage de son premier couple à son deuxième couple. Et pour tout dire, quand il a composé cette œuvre, il était avec sa première femme, Lily, et il a rencontré sa deuxième femme, Emma. Et l'œuvre L'île joyeuse passe pour être une sorte d'œuvre chiffrée autour de la rencontre avec Emma. Et passe pour être, parce qu'il y a une sorte de mythe autour de l'œuvre qui veut que l'île joyeuse ne soit ni plus ni moins que l'île où Claude et Emma se sont, entre guillemets, enfuis, puisque tous les deux étaient mariés au moment de leur rencontre, et ils ont passé quelques jours sur une île qui est identifiée, qui s'appelle l'île de Jersey, que vous connaissez peut-être, pas loin des côtes bretonnes, même si c'est une île anglaise. Et donc il y a des biographies de Debussy qui disent de manière un peu rapide que l'œuvre est en quelque sorte la photo musicale de cette escapade de Claude et Emma dans ce coup de foudre problématique, puisque comme tous les deux étaient mariés, donc ça a fait quand même un peu désordre dans la vie de ces deux personnes et leurs amis, leur environnement.
Alors, c'est pas exactement comme ça, mais ça ressemble un peu à ça, l'histoire de cette œuvre, et je vais vous en dire plus dans un moment. En réalité, je précise, si vous allez voir dans les biographies de Debussy, si vous regardez bien, il y aura probablement deux versions, deux histoires autour de pourquoi l'île joyeuse est une île joyeuse. L'une, c'est cette histoire biographique de l'escapade à Jersey avec Emma pendant l'été 1904. Il y en a une autre qui n'est pas incompatible avec la première, c'est que en fait, le morceau de musique est une sorte d'illustration musicale de ce tableau que vous voyez là, qui est un tableau très connu qui se trouve au Louvre, qui s'appelle L'embarquement pour Cythère, et dont l'auteur est Antoine Watteau. Cythère étant une île des plaisirs, comme chacun sait dans la mythologie, donc il y a quand même un lien, c'est l'idée que l'œuvre, que ce soit dans la version tableau de Watteau, mythologie, d'une part, ou dans la version biographie intime de l'autre, a un lien avec la sensualité et la joie de l'amour, et même la joie du sexe. Cela dit, comme je vous le disais, Debussy n'a jamais expliqué pourquoi l'île joyeuse avait ce titre en particulier. Et quant à l'association avec le tableau de Watteau, c'est quelque chose qu'il a dit des années plus tard, même une dizaine d'années après la composition de l'œuvre, dans une sorte de commentaire en passant. Il a dit, je cite de mémoire, « C'est un peu comme l'embarquement pour Cythère de Watteau ». Et donc, à partir de là, on a pris A plus B, ça fait un tableau musical dont le motif est l'embarquement pour Cythère. Quand on revoit la phrase de Debussy, c'est un peu comme, c'est pas exactement dire je vous dévoile le contenu de l'œuvre, c'est une sorte d'association plus ou moins floue, plus ou moins libre, plus ou moins en plus tardive. Donc ça n'explique pas vraiment les origines de l'œuvre. Cela dit, on peut très bien passer beaucoup de temps à faire l'exégèse du tableau et essayer de retrouver des choses que l'on entend dans la musique. Ce n'est pas exactement ce que je vais vous proposer. De fait, de ces deux pistes, la piste biographique et la piste de la peinture, moi je laisse plutôt celle de la peinture pour me concentrer sur la piste biographique et donc sur cette histoire d'amour passionné et compliqué, en tout cas à ses débuts, qu'est l'histoire de Claude Debussy et Emma Bardac. Bardac étant le nom de mariée de Emma au moment de leur rencontre. Emma devenant après Emma Debussy suite à leur divorce respectif et leur remariage, ou leur mariage plutôt, et vous m'avez compris. Alors, pourquoi je parle d'une œuvre à ce niveau biographique pour vous entretenir de la question du climax, qui, après tout, ne concerne pas le programme de l'œuvre. S'il y a un phénomène que l'on peut identifier sans savoir ce que ça raconte, c'est bien un climax. On n'a pas besoin d'avoir une explication de texte, puisque c'est vraiment une forme peu importe comment on définit la notion de forme, mais enfin, c'est quelque chose qu'il suffit d'entendre pour reconnaître, a priori, un climax en musique. Bien, je vais vous expliquer pourquoi la question biographique peut être intéressante pour donner à cette idée que le climax n'est qu'une forme un autre aspect, à savoir que le climax peut être aussi un chiffre, et un chiffre d'une relation amoureuse et même érotique. Alors, je vous montre ceci. Vous allez croire que je ne vous ai pas dit la vérité quand j'ai dit que ce n'était pas musicologique, mais les frontières ou les limites de la musicologie sont un vaste sujet. En tout cas, voilà un manuscrit de Claude Debussy qui a deux parties. La deuxième partie, je la mets à l'écran tout de suite. Il faut les imaginer l'un à côté de l'autre. C'est bien deux morceaux, mais ici, attendez, j'ai un petit problème de mise en forme. Bon, peu importe. De toute manière, ce qui compte à ce stade, c'est voir la continuité entre une esquisse musicale, donc c'est quelque chose que le compositeur a noté, que l'on retrouve de manière assez proche dans le manuscrit et donc dans la partition et dans l'œuvre que nous avons entendue il y a 5 minutes, mais qui est bien sûr une étape avant, c'est-à-dire avant l'écriture de la partition telle qu'elle est envoyée à l'éditeur de Debussy, Jacques Durand. Alors, je commence, avant de revenir sur le contenu musical, même si, etc., par vous signaler ce que Debussy a écrit
à la fin de cette esquisse. Vous voyez qu'il y a une phrase manuscrite là, qui est bien de Claude Debussy. D'ailleurs, on reconnaît sa signature. Alors, je ne crois pas que vous arriviez à déchiffrer à l'écran, donc je l'ai transcrit. Voici ce que Debussy écrit. Les mesures ci-jointes appartiennent à Madame Bardac, PM, qui me les dicta un mardi de juin 1904. La reconnaissance passionnée de son Claude Debussy. Donc ça donne envie tout de suite d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce que c'est que ces mesures que Madame Bardac lui a dictées un mardi de juin 1904? Et pour le coup, que veut dire dicter? Puisqu'on imagine difficilement, même si ce n'est pas impossible, que ça soit de la dictée au sens littéral, qu'il y ait vraiment eu deux personnes, dont Claude, qui notaient. Cela dit, moi j'ai envie de dire, et si c'était littéral après tout, et s'il lui avait vraiment dicté ces mesures? Je vous dis ça parce que les biographes de Debussy, ils connaissent, ils ont, ce document n'a jamais été publié, mais il est connu des gens qui ont travaillé sur Debussy. Et en général, quand les biographes viennent à expliquer qu'est-ce que ça veut dire, ils disent, bon, c'est une image, comme si Emma Bardac avait été une sorte de muse pour cette musique. Donc, le premier geste, c'est de dire, ça ne peut pas être vrai que ça a été dicté. C'est une façon de parler. Debussy voulait être gentil avec cette femme dont il était amoureux. Bon, et moi j'ai envie de dire, l'image de la muse ne me suffit pas. Je trouve que c'est non seulement banal, mais que ça ne dit rien. Une fois qu'on a dit ça correspond à une situation d'inspiration, même d'inspiration amoureuse, on n'a pas vraiment avancé par rapport à ce que veut dire dicter un moment musical. Donc, je vous propose une sorte d'exégèse. Si je devais définir qu'est-ce que j'essaie de faire, c'est de comprendre le sens du mot « dicter » dans ce contexte-là. Pour que vous compreniez un peu les mots PM, les initiales PM, là, les biographes de Debussy ont déchiffré ça depuis longtemps. PM, ça veut dire « petite mienne ». Petite mienne, c'était le petit nom que Claude a donné à Emma pendant toute leur histoire, jusqu'à la fin de leur vie, de la vie de Debussy plutôt. Petite mienne, c'est la manière qu'il a de s'adresser à Emma dans ses lettres. Ça vient d'un poème de Jules Lafort qu'on a identifié, on pourrait retrouver le texte. Bon, pour l'instant, je laisse ça de côté, à moins qu'il y ait des curieux. Mais voilà, c'est ce petit nom intime. Et ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est que vous voyez que le petit nom intime, PM, d'une part, est abrégé. Donc il y a les initiales, ce qui veut dire que c'est à bon entendeur qui pourrait reconnaître ce petit nom. Et c'est d'autant plus étonnant que le texte ne dit pas Emma, le texte dit Madame Bardac. Alors c'est vraiment comme si entre Madame Bardac d'une part et PM de l'autre, on avait les deux pôles de leur relation entre le moment de deux personnes qui ne se connaissent pas. En plus, en 1904, bien sûr, le traitement était beaucoup plus formel, le vouvoiement, etc. Et après, PM qui est déjà comme le signe écrit de l'intimité la plus achevée d'une certaine manière. Donc l'inscription dans l'esquisse devient du coup un peu mystérieuse, parce qu'on se dit quand est-ce que cette phrase a été écrite? Alors on peut imaginer des tas de choses. On peut imaginer que ça a été écrit ce mardi de juin 1904, par exemple. Alors on peut imaginer des tas de choses, y compris une scène intime où, à la fin, Claude Debussy note ces mesures parce qu'elle les a, d'une certaine manière, littéralement dictées. C'est une hypothèse. Il y a une autre hypothèse qui consiste à dire c'est au contraire plus tard, des mois, des années, qui sait, plus tard, que Claude Debussy est venu reconnaître dans cette esquisse la trace d'une histoire qui, au moment où il écrit la phrase, est déjà devenue le mariage, le couple, et donc ça devient une sorte de... j'aime bien le mot monument quand on dit monument intime. Les monuments, par définition, c'est des choses publiques.
Cela dit, la notion de monument intime fait sens quand on pense qu'à l'intérieur d'un couple ou d'un petit groupe, on peut avoir comme des lieux de mémoire privés, des choses que seuls les intéressés reconnaissent comme étant significatifs. Et donc j'aime bien penser que cette phrase vient signaler de la part de Debussy le fait que cette esquisse marque quelque chose comme un moment de basculement dans sa vie à lui, dans leur vie commune. Et donc du coup, PM, c'est bien sûr à Emma que ça s'adresse, qui était d'ailleurs la seule, ou presque sans doute, à pouvoir reconnaître petite mienne dans ces deux lettres, ces deux initiales. Donc du coup, si mon hypothèse est bonne, et franchement, je n'ai pas moyen de prouver si ça a été écrit au moment de l'écriture de l'esquisse, ni si l'esquisse date vraiment du moment de juin 1904, ou si c'est plutôt tout est quelque chose de plus tardif. Mais en tout cas, l'esquisse est là comme une sorte de trace qui est aussi un monument intime, qui rentre dans une économie de leurs dons et contre-dons dans la scène intime. D'ailleurs, il y a pas mal d'exemples de sortes de lettres musicales que Claude a adressées à Emma dans les années qui ont suivi. Par exemple, pour son anniversaire ou pour Noël, il aimait bien lui faire des cadeaux qui étaient voilà, un fragment d'écriture musicale, quelques mesures, et puis un petit mot gentil, un mot d'amour, souvent. Donc c'est une sorte de tradition de leur couple que d'avoir cette trace d'affection de manière un peu solennelle, enfin, comme un cadeau, quoi. Et donc, je pense qu'on peut penser que ce document-là, c'est le premier de cette série qui va s'étendre jusqu'à la mort de Claude en 1918. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une actualité de Debussy, parce que c'est le centenaire de sa mort. En tout cas, c'est clairement la marque d'un moment important dans leur relation de couple, n'est-ce pas? Et comme il y a un côté un peu mystérieux et même un peu énigmatique dans cette inscription, après tout, qu'est-ce qui s'est passé le mardi de juin 1904 en question, au-delà du fait qu'il y a eu cette scène de dictée plus ou moins littérale. Si on relit la correspondance de Debussy, qui a été très très bien éditée, il y a un gros volume, la correspondance de Debussy, c'est vraiment une sorte de chef-d'œuvre d'érudition de Denis Erlin et François Le Sur, qui a commencé ce chantier, qui est décédé depuis des années. Il y a vraiment une description très très précise de toutes les sources de cette correspondance. Et dans les jours qui nous intéressent, on a cette lettre de Claude Debussy à Emma Bardac, que Denis Erlin et François Le Sur, plutôt Denis Erlin, a identifié comme datée en réalité du 9 juin 1904, un jeudi. C'est une lettre envoyée par pneumatique. Moi, ça me fait rêver chaque fois que j'imagine tout ce système des pneumatiques, vous voyez, pour s'envoyer, vous savez ce que c'est ce système de tuyaux qui relie la ville entière pour s'envoyer des SMS. C'est vraiment la logique de la chose. Voilà, il faut imaginer que cette lettre a été mise au tuyau, j'imagine, par Debussy chez lui, même si on ne sait pas exactement, et puis que Emma l'a reçue aussi chez elle le jour même. Et donc, que dit cette lettre? Vous l'avez sous les yeux. Il pleut fortement sur la ville, les guillemets ne sont pas là par hasard. Voulez-vous être très gentil et m'accorder quelques instants cet après-midi? Je voudrais tant vous avoir une fois toute seule, sans contrepoint ni développement. Si cela vous plaît de venir chez moi, j'en serai follement joyeux, mais vous ferez comme il vous plaira, et ça sera alors où vous voudrez. Tout ceci n'est pas d'un fou, mais un pur désir un peu angoissé, tout vôtre. Claude Debussy, voilà une belle lettre d'amour ou de désir. En tout cas, c'est une invitation, il me semble assez explicite pour ce qu'on peut reconstruire des codes de l'époque. Je crois que même aujourd'hui, on n'irait pas chercher très loin qu'est-ce que ça veut dire. Quelques remarques quand même.
vous voyez qu'il est encore question de vous, donc c'est vraiment un stade très précoce de leur histoire. La signature en plus, c'est Claude Debussy et pas Claude, donc on est vraiment dans une relation qui n'est pas, voilà, qui n'en est qu'à ses débuts. Il pleut fortement sur la ville, ça vous appellera peut-être le souvenir de Verlaine et d'un poème de Verlaine où il est question de « Il pleut sur la ville comme il pleure dans mon cœur », qui est l'un des textes de Verlaine que Debussy a mis en musique et que Emma connaissait sans doute comme étant une mélodie de Debussy, puisqu'elle était, entre autres, chanteuse et avait chanté plusieurs fois des mélodies de Debussy. Donc c'est un code entre eux par rapport à la musique de Debussy, qui est en plus un renvoi à Verlaine, qui à son tour, paraît-il, avait dans ce poème exprimé une sorte de réminiscence de son affection pour Rimbaud. Donc rapidement, on a là un réseau de références. Et si on veut en rajouter, on peut aussi remarquer le fait que Gabriel Fauré, le compositeur que vous savez, avait lui aussi mis en musique ce poème de Verlaine. Et figurez-vous que Fauré a eu une relation amoureuse avec Emma Barzac plusieurs années auparavant. Ce qui n'avait pas été inconnu des milieux qui s'y connaissaient. Donc voilà, il y a des clins d'œil multiples, rien que dans cette entrée en matière. En plus, Internet est magnifique parce que figurez-vous, si vous voulez savoir si le 9 juin 1904 il pleuvait ou non à Paris, eh bien, je peux même retrouver le nombre de millimètres qui sont tombés. Ça a été le seul vrai jour de pluie de l'été du printemps 1904. Donc c'était en même temps une sorte de constatation de ce qui se passe aujourd'hui. Je pense à toi pendant que la pluie tombe à ma fenêtre. Et elle tombait vraiment fort. Ce qui est peut-être l'une des raisons pour laquelle je maintiens que Emma et Claude ne se sont pas vus ce jour-là. Peut-être parce qu'il pleuvait trop fort, justement. Mais enfin, je reviens dans un moment à pourquoi je crois que ce n'est pas le jour J. Ce qui m'intéresse, c'est souligner l'intérêt de cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une foi toute seule, sans contrepoint ni développement, une femme en l'occurrence. Ça a l'air d'une phrase sympa et même drôle. Elle est sympa, elle est drôle, elle est aussi un renvoi très très explicite, enfin explicite, je ne sais pas, mais en tout cas très très net, à deux idées centrales dans l'esthétique musicale de Debussy. C'est le refus du développement comme technique de composition et la méfiance par rapport au contrepoint. Alors là, il faudrait vraiment passer du temps pour reprendre le dossier de la musique de Debussy dans le contexte de son temps, les chapelles, les querelles, notamment avec l'école de Vincent d'Indy, qui, elle, était très consacrée à une notion très beethovenienne du développement et du contrepoint. Croyez-moi un peu sur parole, l'idée d'un refus du contrepoint et d'une méfiance à l'égard du développement, ou l'inverse si vous préférez, parce qu'il y a bien parfois du contrepoint et parfois du développement chez Debussy, mais en tout cas ce rejet ou cette mise à distance, elle est cardinale pour définir la manière qu'a Debussy de penser sa propre musique. Et ça a une conséquence pour la rencontre, c'est-à-dire que cette rencontre qui est, je crois de manière évidente, une incitation, une invitation à l'amour, est aussi complètement esthétisée, créée, imaginée, proposée, comme si c'était une œuvre musicale de lui-même. Donc on peut appeler ça une esthétisation de la vie. Je pense que c'est très fort. Bon, ça ne vous étonnera pas, Debussy et beaucoup de musiciens, et sans doute beaucoup d'artistes, ont une tendance très forte à esthétiser leur existence quotidienne, intime, sentimentale. Là, pour le coup, c'est un bon exemple. En même temps, ce n'est pas une déclaration que Debussy fait pour lui-même. Il dit « Je rêve d'une rencontre avec Emma qui soit comme ma musique ». C'est une manière de le partager, et donc de partager le fait qu'il sait qu'elle est attirée par lui, certes, mais attirée par sa musique, et par lui en tant qu'il est
le compositeur de sa musique. D'ailleurs, il y a pas mal de preuves là aussi dans la correspondance qui montrent comment Debussy pense qu'on l'aime parce qu'il est le compositeur de la musique de Debussy. Et ça vaut non seulement pour le cas de Emma, mais pour d'autres situations, y compris des situations de séduction. Donc voilà, encore une fois, cette invitation, une rencontre sans contrepoint ni développement, ça a du sens par rapport à cette esthétique. Ça veut dire aussi quelque chose de tout simple, c'est qu'il imagine une situation brève. Le développement, c'est quelque chose qui dure. Contrepoint aussi, c'est un phénomène dans le temps. Donc, il attend de cette rencontre que ça soit intense et beau, pas forcément très long. Donc, il y a quand même si c'est de manière codée, une proposition assez précise sur qu'est-ce qui va se passer. Alors, quand on regarde le reste de la correspondance, quand on regarde les dates, quand on regarde la suite de l'histoire, on se dit, ça colle pas. Ça colle notamment pas avec le fait qu'ici, il est question d'un mardi de 1904, et là, c'est une invitation à aller le voir un jeudi. Aussi, l'invitation de Debussy, elle est un peu folle, hein, même s'il dit « ceci n'est pas d'un fou ». Il dit 2 fois, hein, ceci n'est pas d'un fou, j'en serais follement joyeux. Il y a un côté fou dans cette histoire, c'est que Debussy est marié, qu'il habite avec sa femme, Lily, que sa femme est sortie, d'ailleurs on sait où, elle est sortie un moment, voir des amis, après il y a une trace dans la correspondance. Donc cette idée de recevoir chez lui, homme marié, une femme mariée, quelques instants, cet après-midi, c'est insensé, quoi. Et c'est pourquoi, moi, je lis l'ensemble de la correspondance comme voulant dire qu'en fait, Emma, qui était tout sauf une folle, a refusé de venir ce jour-là chez Debussy. Vous ferez comme il vous plaira et ça sera alors où vous voudrez. Donc, mon hypothèse, c'est que c'est bien ce qu'elle a décidé. Ça ne sera pas aujourd'hui, ça sera où elle a voulu, quand elle a voulu. Et ce jour-là, c'était un mardi de juin 1904. Pourquoi je sais que c'est en juin 1904? Parce que début juillet, tous les deux s'en vont à l'île de Jersey pour leur escapade, qui du coup fait éclater l'histoire de leur affaire. Ça devient un scandale, j'y reviendrai peut-être si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ça se joue en juin. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas sous les yeux, donc je ne voudrais pas vous dire des bêtises, mais il y a 3 possibilités. Il y a 3 mardis possibles en juin, dont l'un des 3 est improbable. Donc ça nous laisse face à 2 possibilités, croyez-moi, sur parole, soit le 18, soit le 25 juin, pour penser que ce jour-là a lieu, quoi, vous l'avez compris, la première rencontre sexuelle entre les deux amants. Et qu'est-ce qui se passe lors de cette rencontre? Je ne sais pas, personne ne le sait, mais on sait qu'il y a un lien avec l'île Joyeuse. Et que ce lien avec l'île Joyeuse précède l'escapade à l'île de Jersey. Donc on ne peut pas dire que l'œuvre est, comme je disais tout à l'heure, la carte postale, la vidéo musicale, plutôt de la rencontre à Jersey. Ça vient avant. Et de fait, on sait que le premier manuscrit de l'île Joyeuse est daté du début de cette année, parce qu'il y a déjà, je crois que c'est en janvier, un pianiste, Ricardo Vignès, qui était un pianiste proche de Debussy, qui d'ailleurs va créer cette pièce en 1905. Donc déjà au début de l'année 1904, Vignès note dans son journal: j'ai vu Debussy, il m'a joué sa nouvelle pièce, c'est formidable, ça s'appelle l'île Joyeuse. Donc ça permet de savoir déjà que l'idée de l'île Joyeuse, et même la première version de l'île Joyeuse, précède la rencontre avec Emma Bardac. Et ça permet aussi de savoir a fortiori que l'île Joyeuse que Debussy avait en tête n'est pas l'île de Jersey, en tout cas dans la mesure où le lieu, comme un lieu réel, ce qui amène à penser, au contraire, que l'île Joyeuse
est pour Debussy d'abord un fantasme, un désir, un lieu imaginaire traversé de désir musical, désir amoureux et désir solitaire, puisque ce n'est pas quelque chose qui est a priori partagé. Et que la rencontre avec Emma Bardak est la rencontre, la situation qui va donner à ce fantasme solitaire, masculin et préalable, un contenu qu'il n'avait pas envisagé. Et je vais même jusqu'à suggérer, même si je ne peux pas prouver ça, que ce n'est pas l'île joyeuse qui est issue de l'escapade à l'île de Jersey, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que l'idée d'aller sur une île, Jersey ou une autre, représente l'accomplissement d'un fantasme que Debussy avait avant de rencontrer cette femme, et que donc il a vécu avec elle. Qu'est-ce qu'une île joyeuse? Alors pour l'imaginaire de 1904, un peu comme aujourd'hui, hein, c'est sans doute pas spécialement l'île de Jersey, avec le vent, mais même en été c'est très beau, paraît-il, l'île de Jersey. D'ailleurs, voilà une image de l'hôtel où ils ont passé ces quelques jours en juillet. Bon, je n'ai pas la plage, mais voilà, c'est très beau. Mais je pense que quand même l'imaginaire d'une île joyeuse au début du XXe siècle, c'est plutôt une île exotique, à la Gauguin par exemple, pour ne pas chercher plus loin, ou Madagascar. Je cite Gauguin et je parle de Madagascar parce qu'il y a une œuvre de Maurice Ravel qui parle spécifiquement d'une rencontre érotique à Madagascar, alors que Ravel n'avait jamais allé là-bas. Ça s'appelle les chansons Madécas. Ce sont 3 chansons, dont une est très explicitement érotique. Ça correspond à une sorte d'imaginaire exotico-érotique très courant à cette époque. Et donc, je pense que la première association qu'on peut faire avec la question de l'île joyeuse, c'est cet imaginaire d'un lieu exotique érotisé. Voilà. Mais la réalité étant ce qu'elle est, Emma et Claude sont allés à l'île de Jersey, qui après tout a dû être un lieu pour leur bonheur tout à fait parfait, en tout cas d'après ce qu'ils en ont dit après. Et d'ailleurs à cette époque, Debussy compose La mer. Donc il dit à son éditeur en disant « Ne disez surtout pas d'où je vous écris », puisqu'il est là en incognito, mais la mer a été très bonne avec moi. Et donc il y a cette image érotisée de la mer qui correspond à la partition que nous connaissons de la mer et qui est liée à cette situation très romantique, on peut dire, de cette escapade amoureuse avec Emma. Alors, jusque-là, je vous raconte une histoire d'homme, n'est-ce pas? Une histoire très masculine, un gars marié, apparemment pas très heureux dans son mariage, qui fantasme de différentes choses, différentes personnes, différentes situations. Je reviens donc à mon point de départ. C'est là où ça devient intéressant, cette affaire de les mesures que Madame Bardak m'a dictées. Parce que quand on parle de dictée, on parle d'une autre volonté déjà. On parle d'une autre, évidemment d'une autre personne, mais d'une autre personne qui ne fait pas que se plier au fantasme qui la préexiste, puisque je suis en train de vous expliquer que l'idée de partir sur l'île, tout ça, c'est quelque chose qui n'avait pas d'incarnation. Et ça s'incarne chez Emma, mais ça s'incarne donc à tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a une incarnation de la volonté aussi et du désir d'une autre personne, le désir d'Emma. Et ça explique peut-être pour vous pourquoi ça m'intéresse vraiment de dire qu'est-ce que ça veut dire que dicter, dans quelle mesure on peut dicter quelque chose à un compositeur. Parce que là où ça devient vraiment intéressant, je pense, en tout cas ça m'a intéressé quand j'ai commencé à découvrir cette histoire, c'est que à la suite de l'escapade à l'île de Jersey,
Debussy a remanié son œuvre, l'a révisée. Il le dit, il dit à son éditeur, j'en ai profité pour faire des modifications que je crois excellentes. Fin de citation. Donc il était très content de comment, à ce moment-là, il révise sa pièce. Il améliore sa pièce. C'est ce qu'il pense, en tout cas. Alors c'est difficile de dire en quoi consistent exactement les changements, parce que le premier manuscrit a été perdu. On n'a pas de comparaison terme à terme entre première version et deuxième version, mais on sait au moins une chose, eh bien c'est celle-là. C'est que les mesures en question ont été dictées donc, par Madame Bardac en juin, donc que la pièce telle que nous la connaissons implique forcément une révision dans la mesure où ces mesures-là n'existaient pas auparavant. Donc ça, c'est le seul élément vraiment certain que l'on peut avancer sur qu'est-ce qui a changé, mais ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien pour deux raisons. D'une part, parce que ça change la structure musicale de la pièce, et d'autre part, parce que ça inscrit dans la pièce le désir d'une autre personne, qui n'est pas celle du compositeur, c'est le désir d'Emma, c'est le désir d'une femme, de cette femme, et d'une manière qui est directement liée à leur rencontre érotique. Si je ne me suis pas fourvoyé, disons, dans le désir de vous raconter une belle histoire. Je pense que les sourds, vraiment, on doit se méfier, vous savez, du désir de nos hypothèses. Quand on fait de la recherche, Roland ne me contredira pas, parce qu'on a souvent envie de trouver des choses parce qu'on les trouve belles ou parce que ça nous convient. Et puis après, quand on trouve le document qui vous contredit, alors pour sacrifier cette hypothèse, il faut faire un grand effort de concentration parce que, bon, mais il faut faire le deuil, quoi. Mais ici, je croise les doigts, je crois que ça se tient, mon affaire, au sens où il n'y a aucun document qui infirme l'idée, qui me semble la plus vraisemblable vu l'ensemble des documents, que lorsqu'il est question de dictée, il est question de quelque chose qui est plus qu'une inspiration de muse, et qui est quelque chose qui a un lien direct avec la situation érotique première, entre la première rencontre érotique entre ces deux personnes. Et c'est là où ça vaut la peine de voir musicalement qu'est-ce que c'est que ces mesures dictées par Emma Bardac. Alors, ça va être difficile à voir, et puis je vous redis une troisième fois, je sais que ce n'est pas un cours de musicologie ici, mais alors peut-être que c'est un peu plus facile à capter. Ça, c'est le manuscrit qui correspond exactement à la partition imprimée. Alors, je vais vous faire entendre l'extrait, mais je voulais quand même vous le montrer, même si vous n'êtes pas familier de la partition, des partitions en général. Main gauche, main droite, comme dans d'autres partitions de piano. La main gauche est en bas, la main droite est en haut. Vous arrivez à voir dans le deuxième système, c'est-à-dire celui qui correspond à la main gauche, qu'il y a une mélodie qui monte. Tandis que la main droite fait des choses très rapides, qu'on arrive peut-être même pas très bien à distinguer, en tout cas c'est difficile à chanter. La main gauche, elle, fait une mélodie qui est une mélodie, je ne vais pas me risquer à la chanter parce que vraiment ça va être pas terrible, mais il y a une mélodie chantée à la main gauche qui est une mélodie qui définit une gamme par ton. Alors si vous avez entendu parler de Debussy, vous savez probablement que l'une des caractéristiques les plus saillantes de son style, c'est d'avoir beaucoup utilisé la gamme par ton, mais je ne fais pas de technique là-dessus. Croyez-moi, cette mélodie, elle est très caractéristique de ce point de vue, parce que c'est une gamme par ton parfaite. Si vous regardez avec moi, on ne voit pas très bien, mais si vous regardez le troisième système, c'est-à-dire tout en bas de cet extrait, vous apercevrez peut-être le fait que la mélodie à la main gauche est toujours là. Elle est un peu variée, pour tout dire, elle est un demi-ton plus haut, mais c'est la même mélodie. C'est comme si on entendait deux fois la même gamme par ton ascendante, un peu variée. Bon, et puis,
on en vient à ce que vous avez là, qui correspond à une section sur ut majeur, qui est un accord parfait. Do, mi, sol, c'est l'accord parfait de Do. Donc c'est une résolution, c'est quelque chose qui, harmoniquement, constitue une résolution. Et si vous revenez ici un moment, vous apercevez peut-être le fait que la première note de la main gauche de cette mélodie est un Fa. Je ne sais pas si on peut vraiment le lire. Mais pour ceux qui se souviennent un tout petit peu de leur cours d'harmonie, tout ce qui se passe avant cette fin en Do, ça peut être interprété comme étant une dominante. Vous savez, la dominante, c'est la fonction harmonique qui prépare la résolution sur la tonique. Et donc, ça a une conséquence formelle à l'écoute, assez, même si ça vous paraît un peu abstrait en écoutant le passage, vous allez comprendre. Ça fait une forme de préparation d'une tension et une résolution de cette tension. Et de ce point de vue, c'est tout à fait frappant de voir que les mesures dictées par Emma constituent une forme tout à fait autonome. Ça se tient, hein, l'extrait que vous voyez là. Si vous le détachez, disons, vous le découpez de la partition, et ça a une forme tout à fait autonome. Simple du point de vue harmonique, puisque c'est en gros une section dominante qui mène sur une section sur la tonique. Mais en même temps, rien qu'à voir la partition, vous comprenez que ce n'est pas tout simple non plus, c'est vraiment l'écriture de Debussy dans sa complexité naturelle. Mais je veux dire, la forme de la section est là bien cette allure-là, tension, résolution. Alors, je vais essayer de retrouver le point dans la partition. Je ne sais pas si vous avez aperçu la forme de résolution que ça a, parce qu'après, ça continue. Hein. Ce n'est pas que ça s'arrête. C'est quand vous prenez vraiment l'extrait tel que Debussy l'a noté, que ça fait cette forme de clôture. Quand vous le réinsérez dans l'ensemble de l'œuvre, on n'a pas l'impression que ça s'arrête là. Parce qu'en fait, d'une certaine manière, le climax de l'œuvre, tel qu'on va la voir à la fin, ne fait que commencer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce jeu d'échelle temporelle entre un extrait qui, lui, constitue une forme de climax à son échelle, c'est-à-dire ça fait moins d'une minute de musique, et comment cette même forme est en fait un moment dans la construction d'une forme en climax plus vaste qui amène jusqu'à la fin de l'œuvre. Donc, pourquoi ça me paraît intéressant pour une théorie du climax maintenant ? L'intérêt pour la question biographique, je pense que, enfin, soit vous vous dites ce genre d'histoires sont importantes parce que ça nous permet de comprendre les rapports entre biographie et composition, ou pour ceux qui s'intéressent à la vie de Debussy, c'est effectivement un moment important de sa vie, là pour le coup le plus intime. Mais enfin, vous pouvez vous dire, et on l'a dit parfois, tout ça est secondaire. Pour la musique, ce qui compte, c'est la musique. Alors je trouve que c'est intéressant parce que la notion de climax est une notion qui est pas très souvent théorisée. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis permis de dire que c'est pour une théorie du climax. Ce n'est pas un concept qui est super stable, dont on sait à chaque fois de quoi il s'agit. Mais bon, on a une sorte de compréhension assez directe, intuitive, de qu'est-ce que le climax représente comme forme. Cette histoire de Debussy, elle fait un lien très direct entre la question du climax comme forme et la question de l'orgasme comme expérience telle qu'on peut la représenter en musique. Alors, l'idée que la fin de l'Île Joyeuse représente une sorte d'orgasme musical, ça c'est quelque chose qu'on avait annoncé, affirmé, même sans entrer dans le détail, Emma, pas Emma, disons, il y a même des lieux communs qui disent c'est un moment d'affirmation virile, par exemple. Et c'est à chaque fois un climax masculin qui est imaginé, qui est entendu même, et qui en fait est très peu spécifique, parce qu'après tout, des œuvres musicales qui s'achèvent sur une montée un peu en apothéose, et qui
culmine avec ça, il y en a un nombre infini, hein, surtout dans le vocabulaire classico-romantique au XIXe siècle. Voilà. C'est même la manière la plus courante d'achever une œuvre, quelle qu'elle soit, c'est quand même par une sorte de fortissimo entraînant, et puis une femme. L'histoire de l'île Joyeuse, elle permet d'être beaucoup plus précis par rapport à ça et de dire d'une part que dans cette œuvre, il y a toutes les raisons de penser qu'il y a bien une inscription volontaire, réfléchie et esthétiquement sophistiquée de l'expérience de l'extase érotique du côté du compositeur, certes, donc du côté masculin, dont ce moment final serait le lieu où la biographie spécifique rejoint le lieu commun, d'une certaine manière. Même si ce n'est pas un lieu commun musicalement, hein, c'est loin d'être un lieu commun musical, je veux dire par là que l'idée de finir sur un moment d'affirmation triomphale joyeuse, ça en soi, ce n'est pas spécifique. Ce qui est moins spécifique, cela n'est pas trop, je voulais dire le contraire, vous m'avez compris. Ce qui est tout à fait singulier dans cette œuvre, c'est cette double échelle du climax, et donc l'idée que le premier climax, celui qui à l'arrivée semble se fondre dans l'ensemble de l'œuvre, ça représente le désir d'une femme, et non pas une résolution masculine où la cadence finale amène la fin de l'histoire, comme vous savez. Et donc c'est là que ça rejoint des questions vraiment qui vont au-delà de Debussy, parce que comment représenter cette expérience-là? Alors, ce que vous voyez là, c'est un graphe que j'ai piqué à un musicologue qui s'appelle Austin Paty, P-A-2-T-Y, j'aurais dû le mettre d'ailleurs, qui a étudié comment, en musique classique, on construit les climax. Puisque, comme je vous le disais, il y en a partout. Paty est l'un des rares musicologues qui ont vraiment fait de ça un objet très, très pointu d'étude. Et là, c'est un peu le prologue de son étude. Hein. Ça, c'est très générique. Mais enfin, ça rejoint quelque chose qu'on peut reconnaître de manière assez directe. L'idée que la musique classique, et pas seulement, en fait, c'est l'une des choses intéressantes, c'est que le climax est une expérience musicale qui va au-delà des genres musicaux. On pourrait même dire qu'il y a très peu de genres musicaux où la notion de climax n'a aucun sens, où il n'y aurait pas de culmination, où il n'y aurait pas de courbe d'intensité. Donc lui, il appelle ça une courbe d'intensité. Vous voyez qu'il envisage des situations où il n'y a pas un pic unique, et puis ça s'écroule après, où on arrive par une sorte de palier, une série de... Mais il garde quand même l'idée qu'il y a un seul climax, et c'est celui qui correspond au sommet le plus haut de la courbe. Et donc je me suis amusé, je ne sais pas si ça vous paraît complètement convaincant, mais je me suis amusé à comparer ça avec ça. Et donc ce que vous voyez là, c'est copié d'un livre classique de Wilhelm Reich. Si vous voyez qui c'est, R-E-I-C-H. Donc psychanalyste, disciple de Freud, disciple dissident, mais ça vaut pour la plupart, pour beaucoup de ses disciples en tout cas. Donc qui s'est fait connaître de manière un peu scandaleuse avec un livre dont est tirée cette image qui s'appelle « La fonction de l'orgasme ». Reich était un exilé, il a fui l'Allemagne nazie, il s'est réfugié aux États-Unis et il a fait la suite de sa carrière aux États-Unis, où est paru en 1942 ce livre, La fonction de l'orgasme, qui est un livre très important et très controversé pour beaucoup de raisons. Il est controversé d'une part sur un plan scientifique, parce que Reich, non content d'étudier l'orgasme humain, a tiré de l'expérience de l'orgasme une sorte de théorie cosmologique de tout. Donc il fait de l'orgasme une sorte d'expérience matricielle qu'il retrouve même au niveau cellulaire. Enfin, il y a une sorte de métaphysique de l'orgasme chez Reich, qui n'est pas forcément ce qu'il y a de plus convaincant chez lui. En même temps, c'est l'un des initiateurs de ce qu'on appelle aujourd'hui, ou qu'on appellera par la suite, la sexologie.
Et en tout cas, avant des gens comme Keynes, vous savez, Alfred Keynes, ou même Masters and Johnson, qui sont les grands sexologues américains des années 60, Rice s'est intéressé donc de près à ces questions phénoménologiques de qu'est-ce que l'expérience de l'orgasme. Et il a proposé ce dessin, qui est quand même calqué de très près sur l'expérience masculine, et on comprend pourquoi, même si lui, il prétend que ça représente à la fois l'orgasme masculin et féminin. Par parenthèse, il indique, mais c'est pas ici, non, c'est pas ici, il indique la durée de tout ça. Ce que vous voyez depuis le début jusqu'à la fin de la courbe, il dit quelque part que c'est entre 20 et 25 minutes, je crois. Bon, après, on a révisé souvent ce petit dessin de Reich. Par exemple, ça, c'est ce que ça donne. Excusez-moi, dans la version de Masters and Johnson, où j'ai mal coupé la chose. Mais ce qui est intéressant ici, c'est Female Sexual Response, c'est l'idée que ça, c'est-à-dire la courbe de Reich, ça pouvait être une description acceptable de l'orgasme masculin, mais que quand il s'agit des femmes, eh bien, les dessins sont beaucoup plus variés, les possibilités sont plus nombreuses. Et voilà, c'est toute la réflexion sur l'orgasme féminin qui est devenue très importante depuis les années 60, et c'est une sorte de discussion ouverte, d'après ce que j'en sais. Bon. Alors, où est-ce que je veux aller avec ça? Au-delà du cas de Debussy, vous voyez qu'on pourrait mettre l'île joyeuse plutôt dans un schéma, encore une fois, je m'excuse qu'on ne voit pas bien, parce que c'est un problème de PowerPoint, plutôt à gauche qu'à droite, pour les raisons que je vous ai expliquées. Mais au-delà de ça, travailler sur cette œuvre m'a donné envie de penser au phénomène du climax en général, et d'ailleurs pas forcément en lien avec la question de l'orgasme. Alors, est-ce que le climax comme expérience est ou non indissociable de l'orgasme? La réponse simple serait de dire il n'y a aucune raison de penser que tout climax renvoie à un orgasme. D'ailleurs, l'un des domaines dans lesquels on a beaucoup réfléchi sur l'idée de climax en général, c'est en narratologie, c'est-à-dire les gens qui étudient les récits. Pourquoi? Parce que l'idée du climax est indissociable de ce qu'on décrit comme parfois un dénouement d'une trame narrative. Et ça correspond au plaisir que nous avons quand, que ce soit en lisant un livre, un roman ou en voyant un film, on a la satisfaction que procure le fait de connaître la résolution d'une énigme, par exemple. C'est typique roman policier, je schématise, mais vous reconnaîtrez la chose. Voilà, il y a une tension qui n'est résolue que, disons, quand on sait qui est l'assassin, pour en rester à cet exemple. La tension narrative et la résolution de la tension narrative est un bon concurrent pour l'idée que les climax, quels qu'ils soient, sont de nature forcément sexuelle. Donc, il y a d'autres domaines où la question du climax a un sens. Par exemple, à l'origine, climax est utilisé en rhétorique. En rhétorique, un climax, c'est une figure de rhétorique qui suppose une forme qui monte par paliers. Et là, j'ai commis la bêtise de ne pas noter un exemple, mais quand on dit quelqu'un, il est sympathique, il est généreux, il est génial, donc le fait qu'il y ait sympathique, généreux, génial correspond à un climax d'après cette définition, parce que c'est la suite culminante, disons l'arrivée au point culminant d'une série qui procède par accumulation de termes comparables. D'ailleurs, si vous vous demandez quelle est l'origine de la notion d'anticlimax, anticlimax, c'est aussi en rhétorique quelque chose de proche, c'est quand on déçoit cette attente du climax. Si on dit elle est intelligente, elle est brillante, elle est pas bête, ça c'est un anticlimax, parce que alors que la logique du climax vous mène de intelligente, brillante, géniale, l'astuce de l'anticlimax, c'est de décevoir cette attente par quelque chose qui est le contraire. Donc voilà,
qu'il s'agisse de la rhétorique, qu'il s'agisse de la narratologie, on peut se dire que la notion de climax est centrale pour ces deux domaines-là. Est-ce que c'est sexuel ou pas? Et là, en fait, on ne sait pas, parce que quand on commence à voir comment les narratologues décrivent les dénouements narratifs, donc, pourquoi nous avons un tel plaisir à savoir que finalement, l'assassin c'est X et pas Y, on voit que les narratologues, un peu spontanément, ont recours à ces allusions sexuelles, au plaisir libidinal que procure la lecture. Donc, pour moi, ce n'est pas quelque chose... je n'ai pas un avis tranché sur la question. Est-ce qu'on peut considérer que l'orgasme est une sorte de matrice des expériences climactiques en général, ou est-ce que même on pourrait essayer d'inverser le raisonnement et penser qu'après tout, l'une des raisons pour lesquelles l'orgasme a un tel pouvoir de satisfaction, c'est parce que nos modes de jouissance sont modulés d'une certaine manière sur une notion de culmination qui se retrouve dans des tas de domaines humains et dont la sexualité ne serait qu'un exemple. Et là, dans ce sens, les gens qui décrivent des pratiques sexuelles qui ne reposent pas sur l'idée que l'orgasme c'est le but, iraient plutôt dans ce sens. Mais enfin, bon, je vous ai donné déjà suffisamment d'éléments peut-être pour qu'on discute. Ce que je voudrais, c'est peut-être finir sur un exemple musical supplémentaire pour vous rappeler, pour vous montrer à quel point la question du climax, et là, encore une fois, je laisse un peu de côté, est-ce que c'est sexuel à chaque fois ou pas, je ne sais pas, on peut en discuter, à quel point la notion du climax est importante pour le plaisir de l'écoute musicale et la composition. Qu'est-ce qui est intéressant dans la musique? Alors, j'avais deux exemples, mais je pense que je vais en passer juste un des deux. Et je vais passer, peut-être pas celui-ci, mais enfin, si vous avez un moment et une curiosité pour la chose, je vous recommande d'écouter ce morceau de King Crimson qui s'appelle Starless, qui est un bel exemple en rock de ce que peut être une construction climactique tout à fait réussie. C'est assez génial, je trouve. Mais enfin, ça dure au moins 7 minutes, donc je vais prendre le deuxième exemple, qui est un exemple de Radiohead, que j'ai trouvé dans une étude d'un musicologue qui s'appelle Brian Osborne. Ceux éventuellement que ça intéresse, je peux donner les références au besoin. C'est d'ailleurs intéressant de prendre cet exemple parce que Osborne fait la remarque. Osborne s'appuie sur l'étude de Patti. Vous voyez, celui qui avait fait le dessin. Et le dessin de Patti correspond à des œuvres de musique classique. Et dans les œuvres de musique classique, Patti, il reconnaît l'idée que quand il y a un climax, il y a toujours un point de climax. C'est le point culminant, et ça, c'était très proche du dessin de Reich de l'orgasme. C'est un point qui est le climax. Et la question qui intéresse Patti, dans l'étude de la musique classique, c'est comment les compositeurs construisent l'arrivée au climax et comment ils en sortent. Mais ce n'est pas le point lui-même qui l'intéresse. Pour lui, le point, il n'a pas de dimension. C'est juste un point d'arrivée et un point où commence la descente. Ce que dit Brian Osborne à propos du rock, c'est qu'il dit, il observe, donc c'est un article assez récent, il observe depuis les années 2000 à peu près une tendance dans une certaine mouvance de rock expérimental indépendant américain. Je ne suis pas connaisseur, donc on ne me posait pas trop de questions là-dessus. Mais une tendance à produire non pas des climax au sens de points, comme Patti le voulait dans la musique classique, qui d'ailleurs correspond au modèle de Debussy, mais à produire des sections climactiques, des moments qui durent, mais qui sont des climax par rapport à l'ensemble du morceau. Et donc la question qui devient intéressante, c'est combien dure l'expérience du climax. Là, pour revenir à la question de l'orgasme, en général, même dans le dessin de Reich, ce qu'on voit, c'est une expérience qui ne dure presque pas, qui commence à décroître dès qu'on y arrive. L'intérêt de l'approche de Brian Osborne du répertoire rock, c'est de penser que le climax, ça peut être aussi un palier, ça peut être un état, ça peut être quelque chose qui dure. Et donc, c'est son exemple, là je le prends de son étude, ce morceau de Radiohead correspond un peu à ça, dans la mesure où il dit que la fin, et lui il dit d'ailleurs que c'est quelque chose que ces rockers qui l'intéressent font à la fin, finir un morceau par une section climactique finale, ce sont ces termes. Parce qu'il dit les morceaux de rock, comme la plupart du rock, reposent sur la forme strophique. Il y a
Il y a des couplets, et puis un refrain, et puis voilà, c'est une alternance non climatique. Le schéma de base d'une chanson, par exemple, n'est pas fondé sur une section climatique. Et lui, il dit, à partir des années 2000, on ajoute cette section climatique finale, et donc c'est l'un de ces exemples, on peut en discuter si vous voulez. Voilà, ça reste un climax assez doux, mais je pense que ça illustre bien le propos de l'idée que la fin de la chanson est annoncée par cette montée dans l'aigu du chanteur, par cet instrument qui devient plus présent, parce qu'il y a une montée d'intensité, et que c'est ça qui clôt la forme, et donc c'est pas un point, c'est un moment qui dure. Ce qui est voilà, une belle manière de voir la question du climax de manière générale. Voilà, j'en ai plus ou moins fini. En tout cas, ça laisse du temps pour qu'on discute. Merci.